Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon année de première parce que je vois que c'est souvent une vidéo bilan que vous aimez bien et moi-même ça me plaît aussi de faire un petit peu le bilan de cette année et puis de tenir informé, rassurer les prochains premières qui pourraient rentrer l'année prochaine. Donc voilà, je me suis dit que j'allais aborder ça sous plusieurs aspects comme les vidéos précédentes. Je vais vous parler d'abord un peu plus du travail, en quoi c'est différent par rapport à la seconde et puis parler un peu du bac de français et enfin vous parler de mon côté un peu social, comment j'ai vécu cette année de première. Évidemment tout ça c'est vraiment basé sur mes expériences et sur mes conseils, mais vous pouvez avoir une année complètement différente de la mienne, que ce soit au niveau des professeurs, au niveau de votre emploi du temps, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà comment moi je l'ai vécu et comment je peux potentiellement vous informer dessus. Donc tout d'abord je vais commencer par l'essentiel. Vous avez des matières qui vont disparaître, la SNT, j'imagine que c'est pas forcément un truc qui était très aimé dans le programme de seconde. Vous avez aussi la physique-chimie, la SES et les maths. Donc tout ça disparaît, sauf si vous prenez évidemment les spécialités. Alors par rapport aux spécialités, j'ai fait un gros point quand même là-dessus sur ma vidéo de seconde. Donc si vous voulez un petit peu vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à aller la voir. Mais sinon, me concernant, j'ai pris les spécialités maths, SES et AGGSP. Donc je vais vous en parler un peu plus. Et je tenais aussi à vous dire que vous avez une nouvelle matière qui s'appelle l'enseignement scientifique, qui fait beaucoup débat. Parce que à la fois c'est une matière qui se veut de donner un petit peu de science, un petit peu de maths encore dans le programme pour garder un peu l'esprit logique des élèves. Sauf que évidemment pour ceux qui ont pris maths, physique, SVT ou même juste physique, maths ou que sais-je, c'est vraiment des heures de la journée qui ne leur servent pas à grand chose parce que ils ont déjà vu tout ce dont on parle mais d'une manière beaucoup plus poussée. Alors à la rigueur, moi je trouve que c'est peut-être pas plus mal si jamais vous avez un peu des difficultés dans votre moyenne, ça peut vous rapporter des points faciles. Moi je le vois comme ça en tout cas, je suis pas une scientifique mais je comprends plutôt bien ce qu'on nous donne et honnêtement moi ça me plaît bien d'avoir un peu de science au quotidien. Après je peux comprendre que c'est pas vraiment le truc de tout le monde, que ça soit parce qu'ils ont des lacunes ou que parce que ça les intéresse pas. Donc bon, moi c'est pas une matière qui me déplaît, mais je comprends que ça soit pour les professeurs ou les élèves, bah vraiment pénible. Alors en tout cas moi de mon point de vue, j'avais une classe qui faisait tous SES et aucun physique ou SVT. Donc on était la classe éco par définition et vraiment quand les profs avaient la première G, ils savaient que vraiment ils allaient perdre tout le monde. Donc moi je suivais un petit peu parce que voilà, je m'intéresse quand même aux sciences. Le truc c'est qu'on a quand même fini notre semestre avec 9 de moyenne pour la classe. Donc bon, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure matière pour certains et puis ça fait vraiment plomber la moyenne de ceux qui ont des difficultés. Ça existe et faut faire avec. Ensuite donc je vais vous parler des spécialités. Je vais commencer par les maths parce que c'est plutôt une spé qui est assez prise, surtout pour Parcoursup. Alors moi c'est un peu pour ça que j'ai pris ça et j'ai pas trop de difficultés en maths même si c'est pas vraiment une matière que j'aime non plus. Donc j'avoue que quand j'allais en cours de maths, je me sentais pas trop à ma place. Je me disais vraiment c'est un autre monde, je sais pas ce que je fais là mais bon je le suis là. C'est quand même une spé où il faut travailler. Moi j'ai de la chance, j'ai une prof particulière qui me suit depuis la 4e, donc toutes les difficultés que j'ai etc, bah à chaque fois elle me remet au niveau pour les prochains cours. Je m'entraîne avec elle pour les évaluations etc. Les seuls trucs que j'ai à faire du coup c'est mon cours de maths qui dure 2 heures et puis les exercices qu'on nous donne du jour au lendemain. Donc c'est pas trop pesant non plus pour moi devant ma charge de travail et je regrette pas d'avoir pris les maths. Cependant l'année prochaine je les abandonne, je prends maths complémentaires qui me paraît d'être un petit peu plus léger niveau maths et ça m'ira bien. Ensuite j'ai pris SES. Alors il faut savoir que nous on n'a pas des profs de SES vraiment passionnant. On a quand même des profs qui nous intéressent à différentes choses. Enfin, moi je trouve que la matière est cool. Honnêtement, ce qu'on étudie, j'aime bien. Ça nous ouvre un peu l'esprit aussi. Et parfois, on nous fait passer des petits documentaires ou des vidéos, des choses comme ça. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est pas apporté d'une manière très dynamique de la part de mon prof. Ceux qui sont dans mon lycée savent de qui je parle. Et du coup, c'est pour ça aussi que je participe pas mal parce que sinon, en fait, je m'ennuie un peu. Et en plus, notre prof nous fait des notes de participation. Donc moi, je me dis, je participe, je me fais bien voir, j'apprends des choses et en plus j'ai des bonnes notes. Bon,
pour moi c'est tout bénef, mais après je comprends ceux qui sont pas trop motivés par le cours. Donc voilà, mais c'est pas une matière qui est facile à réviser, je trouve. Il y a quand même beaucoup de notions qui sont difficiles à vraiment concrétiser, même si ça me paraît intuitif la plupart du temps, j'ai quand même un peu du mal à voir comment emmener ça et le faire de manière assez logique. Moi, là où j'ai le plus de mal, c'est l'économie. Honnêtement, c'est pas facile, je trouve. La sociologie, en règle générale, c'est un peu aimé de tout le monde, quand même, ça va. Et après, on fait de la sociologie politique, c'est cool aussi, ça nous parle assez bien. Mais c'est vrai que l'économie, c'est quand même la partie la plus complexe, je trouve. Et c'est quand même une spé qui vaut la peine. Franchement, moi, je regarde pas non plus d'avoir pris SES. Pas mal pour ceux qui veulent faire des écoles de commerce. Moi, c'est pas mon projet, mais je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes. Puis j'aime beaucoup la sociologie. Donc, je suis pas... c'est bien, voilà. Et ensuite, la GGSP. Alors, ceux qui me connaissent savent que vraiment, la GGSP, c'est vraiment ce que j'aime. Donc, c'est l'acronyme de Histoire Géo, Géopolitique, Sciences Politiques. Vous voyez, genre vraiment, ça donne une ouverture, mais incroyable. L'aspect pluridisciplinaire, en fait, c'est ce qu'il y a de plus plaisant, parce que vraiment, on peut aller piocher dans plein de types de recherches, vraiment approfondir tous les sujets qu'on connaît. Vous allez voir la démocratie, la puissance, les frontières, l'information et les relations entre État et religion. Moi, j'ai vraiment eu un prof d'AGGSP passionnant. Vraiment, à chaque fois que j'allais pendant ces cours, je savais que j'allais tout écouter, j'allais bien retenir, j'étais concentrée, j'étais vraiment dans le truc et vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait. Honnêtement, je suis reconnaissante de moi-même d'avoir des matières où je suis heureuse d'aller en cours. Alors évidemment, il y a beaucoup de boulot, donc c'est pas non plus évident au quotidien. Ça demande une certaine organisation parce que par exemple, on avait nos jalons à préparer d'une semaine à l'autre. Donc moi, en règle générale, je divisais le travail par 3 ou 4. Je travaillais 1 heure et demie sur chaque partie et je faisais ça, je dispatchais ces petites séances-là dans la semaine. Mais c'est pas quelque chose qui me demandait trop d'énergie ou trop de concentration. Honnêtement, je mettais de la musique à côté, c'était pas un problème et qui m'a aussi donné beaucoup de vocabulaire, vraiment une grande variété pour pouvoir s'exprimer et puis des capacités aussi très méthodiques, je dirais, parce qu'on a fait pas mal de compositions. L'année prochaine, on fera des dissertations, donc c'est la même chose, sauf que c'est pas un plan détaillé, ce sera tout rédigé. Et le fait de faire beaucoup de plans détaillés, quand je fais une rédaction, tout est carré, tout est logique. Pareil, les introductions, pour moi, c'est vraiment méthodique maintenant et ça m'a apporté du coup beaucoup de rigueur. En fait, on va prendre plusieurs sujets, même des choses qu'on va étudier en terminale et on va approfondir sur certains points précis et ça vraiment c'est ultra plaisant pour moi qui suis à la fois curieuse, qui m'intéresse à beaucoup de choses et à la fois perfectionniste où j'aime bien approfondir mes recherches. Après ça demande beaucoup de travail, honnêtement. C'est pas pareil que dans d'autres spécialités. Évidemment, quand il y avait des contrôles surprises, j'étais pas trop la joie. Au moins on sait qu'on peut être interrogé et du coup on révise vraiment souvent et je trouve que c'est peut-être pas plus mal d'un côté. Ça nous entraîne à vraiment réviser régulièrement et c'est important, c'est vraiment important. Après, du coup, je me rends compte qu'en vrai, les cours d'AGSP, ça me plaît tellement que quand je suis en cours, je suis très concentrée et du coup, je retiens vraiment beaucoup de choses. Donc, à part les dates ou des trucs un petit peu précis, finalement, je me souviens bien de la plupart de mes cours. Les autres spécialités, je pourrais pas vous en parler davantage, si ce n'est que apparemment la physique-chimie, ça demande aussi beaucoup de boulot, mais c'est pas la même chose, c'est plus des exercices ou des choses comme ça. La SVT, c'est plus des comptes rendus. En fait, vous avez pas tellement de devoirs en dehors des évaluations et des comptes rendus de TP. Après, HLFI et LLCE, je sais pas trop, mais ça a l'air d'être raisonnable. Maintenant, je vais vous parler des matières du tronc commun. Donc, on a parlé de l'enseignement scientifique. Je vais vous parler un peu de l'histoire géo. Vous allez voir du début de la Révolution française jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, globalement, au 19e siècle. C'est assez vaste comme partie de l'histoire et surtout très difficile à étudier parce que il y a beaucoup d'instabilité politique. On n'avait pas un prof qui était vraiment passionnant. Moi, j'ai eu un peu du mal à accrocher à ses cours et j'ai pas vraiment aimé du coup la manière dont on l'a étudié et en plus de ça aussi les choses qu'on a étudiées parce que j'avais du mal à comprendre tous ces changements. Moi, c'est pas une année d'histoire que j'ai vraiment aimée. Ça m'a même un petit peu dégoûtée parfois parce que vraiment je comprenais rien de ce qui se passait. Alors que ce qu'on étudie en seconde, c'est pas franchement ce que j'aime non plus. En fait, c'est le prof qui fait tout en soi. C'est vraiment ça. Je vous dis ça, mais ça se trouve, si vous avez quelqu'un qui vous explique très bien comment se passe le 19e siècle, ça va être génial. En revanche, pour la géographie, du coup, je m'en sortais plutôt bien parce que c'était des choses assez logiques, assez simples, des mécanismes qu'on retrouve aussi en
GSP, donc moi ça m'a paru presque plus simple la géographie que l'histoire là, donc bon. Ensuite, vous avez les langues. En anglais, j'aurais rien de spécial à vous dire parce que bah en soi, on n'a plus d'épreuves de langue au bac. Ah, moi je suis plutôt bonne en anglais, j'ai pris anglo à côté pour passer mon first certificate de Cambridge et je l'ai eu, voilà, donc je suis officiellement niveau B2 en anglais et l'année prochaine je continue l'anglo pour essayer de passer l'IELTS. J'ai vu que la compréhension orale ou parler pour moi c'était pas un problème, ce qui me posait plus de problème c'est l'écrit, donc je me suis dit je vais lire des livres en anglais pendant les vacances, ça va être bien. Au niveau de l'allemand, bah écoutez, moi c'est pas une matière où je me suis toujours sentie à ma place. Vous pourrez voir ma vidéo de seconde, j'avais un peu la haine contre l'allemand. Bah là c'était la dernière année qu'on avait une de nos profs d'allemand et vraiment j'ai un peu redécouvert la langue et j'ai beaucoup apprécié cette année-là. Alors au début elle nous faisait des choses assez scolaires, ça reprenait l'étude de documents, etc. Les épreuves qu'avant il y avait pour le bac et que maintenant il n'y a plus, mais c'est le même format pour les évaluations. Et j'ai vu que j'avais quand même beaucoup progressé, j'avais pas mal de vocabulaire en tête alors que finalement j'ai imaginé ne pas être très bonne en allemand. Le fait d'avoir vu ma progression, vraiment ça m'a beaucoup motivée. Et puis surtout vers la fin de l'année, notre prof s'est un petit peu plus lâchée. Elle nous a fait étudier des choses qui vraiment étaient très intéressantes, que ça soit de l'histoire, de la littérature, de la musique, de la politique, de l'architecture et j'en passe. Vraiment c'était une super année parce que elle nous a fait étudier la langue sous des aspects culturels qui sont tellement plus intéressants quand ils sont étudiés comme ça, plutôt que des trucs un peu scolaires, machin. Du coup j'étais vraiment contente d'avoir eu cette prof et ça me fait un petit pincement au cœur de me dire qu'elle sera plus là l'année prochaine. Je sais que ce sera pas pareil du coup maintenant l'allemand, mais au moins j'aurai eu une bonne période où je serai en paix avec l'allemand parce que c'est pas une langue facile, mais une fois qu'on commence à avoir les outils, ça devient vraiment plaisant de parler allemand tout simplement. Et aussi petite subtilité que je vous conseille, que ce soit pour l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, changez la langue de votre téléphone. Moi j'ai fait ça cette année, alors je l'avais fait l'année dernière avec l'anglais, mais je m'étais très vite habituée parce que je suis assez familiarisée avec. Je l'ai fait pour l'allemand. Les gens m'ont très mal regardé. Ils ont été en mode comment ça tu mets ton tel en allemand, t'es taré toi. Mais sauf que honnêtement le fait d'être exposé tous les jours à la langue, vraiment j'ai vu une différence dans mon niveau après. Parce qu'en fait mon cerveau était plus réactif du coup quand on était en cours d'allemand. Et puis même j'ai appris des mots de vocabulaire, genre par exemple le mot annuler, c'est un truc qu'on voit souvent sur notre téléphone, bah là je le voyais à la même place mais juste écrit différemment. C'est un petit changement tout bête mais je trouve que ça fait vraiment la différence parfois. Maintenant on va passer un petit peu à la partie charge de travail, comment on gère cette année de première, etc. Alors faut savoir que moi honnêtement, au début de l'année première, j'étais pas trop préparée, je savais pas trop comment m'y prendre, je me cherchais beaucoup, que ça soit au niveau de comment travailler, comment organiser ça au quotidien, etc. Mais j'ai vu aussi un petit peu plus d'amis, plus régulièrement, donc ça aussi c'était difficile à mettre dans mon emploi du temps parce que avant je passais quasiment mon week-end à prolonger mes devoirs et à vraiment jamais en finir. Et là cette année j'ai appris à être vraiment concise, efficace pour faire les choses et pas que ça déborde et que ça me prenne trop de temps. Et donc là-dessus ça a été assez difficile en début d'année, mais je me suis vraiment trouvé ma méthode, etc. Si au mois de janvier, parce qu'on nous a chargé de pas mal de choses, en 2 semaines j'avais un oral blanc de français, le premier, un DSA-GGSP où il fallait réviser 2 thèmes entiers, mon first à passer et je crois qu'on avait un écrit de français blanc aussi. Donc ça a été aussi une semaine où j'ai eu un petit peu de stress, voilà. Heureusement il y avait des jours où on a fait des ponts, où il y avait les épreuves de bac aussi, du coup c'était pas pareil, on a pu réviser un petit peu aussi, donc voilà. Donc là-dessus je tiens à vous partager quelques conseils pour survivre en première. La première c'est de travailler régulièrement. Honnêtement on le dit toujours mais il faut le dire davantage. C'est important de revoir ses cours régulièrement, que ça soit le soir ou le week-end ou ces choses comme ça. Vraiment ça fait la différence après pour intégrer sur le long terme et non pas sur le court terme. On avait des verbes irréguliers par exemple en allemand où elle nous évaluait dessus pour avoir des petites notes faciles. Ce genre de choses je le faisais 5 minutes tous les soirs avant de commencer à vraiment faire mes devoirs parce que ça me lance un petit peu pour travailler derrière. C'est pas quelque chose que je trouve de trop difficile et fait de le répéter plusieurs jours à la suite, au bout d'un moment vraiment on l'essaie. Ensuite j'ai passé mon code aussi cette année. Je vous conseille de faire une petite série de codes avant de commencer vos devoirs parce que ça vous lance aussi dans la dynamique de oh c'est un truc facile, je vais faire ça rapidement et puis après je vais faire des trucs qui sont un petit peu plus difficiles. Le fait de se lancer derrière ça peut vous aider à bien travailler et à être concentré, etc.
Depuis plusieurs années, je travaille avec un semainier et vraiment c'est quelque chose que je tiens à vous partager parce que ça peut vous aider. En l'occurrence, c'est un semainier qui vient de chez Mr Wonderful. Qui ne connaît pas cette marque de papeterie incroyable? Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça c'était en tout début d'année, en septembre et tout, c'est bien nickel. En fait, d'une semaine à l'autre, j'avais des choses que je préparais et j'anticipais un petit peu les moments où j'allais réviser, où j'allais préparer une évaluation, faire un DM, ce genre de choses. Et le fait de le noter à l'avance, bah du coup ça me donnait quand même une vision un petit peu de ma semaine qui était beaucoup plus facile à organiser. Vous avez toute votre semaine sous les yeux, vous voyez ce que vous avez fait, ce qu'il vous reste à faire, c'est top. Parce que les to-do list, on en fait des milliers et puis un jour elles se perdent et puis ça change, etc. Alors que là, bah genre c'est logique. Puis en même temps, je notais mes rendez-vous, mes cours de conduite quand j'en avais. Puis en bas, si j'avais d'autres trucs à faire, mais que je savais pas trop quand dans la semaine, je les mettais ici en mode petit truc, si jamais t'as le temps, tu le fais. Donc ça m'a bien servi, même pour faire des plannings heure par heure, quand il y avait des trucs qui s'intercalaient en plus, etc. et que j'avais plusieurs choses à faire dans la journée. Par exemple, là vous voyez un petit peu mon organisation à la fin de l'année. En gros, je notais les évaluations ou les choses comme ça que j'avais dans la journée en rouge. Je notais mes devoirs que je voulais faire le soir en noir. Je mettais un petit truc vert devant, comme quoi c'est fait, c'est cool, c'est bon, c'est plus à faire. Et ensuite, en bas, je notais, parce qu'il faut savoir que j'ai fait un petit changement dans mes habitudes en première qui m'a fait gagner beaucoup de temps. C'est que je me suis levée tous les jours à la même heure. C'est-à-dire que je commençais à 8h, à 9h, à 10h. Je me levais comme si j'allais en cours pour 8h. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé pendant l'année, parce que vous dites ouais c'est un peu extrême et tout. Mais déjà pour votre sommeil c'est mieux, parce que vous vous réveillez à la même heure, votre cerveau il est plus à l'aise avec le fait d'avoir un rythme régulier. Quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez l'habitude de vous lever à cette heure-là. En plus, ça me permettait le soir de travailler un peu moins et d'en faire un peu le matin. Alors après je sais, il y en a qui sont plus à l'aise à travailler le soir, tard, d'autres tôt le matin, etc. Moi honnêtement je considère qu'à partir du moment où je suis concentrée, je peux travailler. Donc le fait d'avoir parfois 1 heure ou 2 heures soit d'études dans la journée, soit le matin, bah du coup ça me permettait de faire des trucs et de gagner un temps fou quoi, parce que je pouvais faire d'autres choses le soir. Et c'est d'autant plus efficace parce que vous avez un temps limité. Quand vous êtes le soir, vous vous dites ouais je peux me coucher à telle heure, mais en soi c'est pas très grave si je m'éternise un petit peu. Et du coup ça grignote sur votre sommeil et c'est pas terrible. Et même vous pouvez pas faire des choses qui vous plaisent vraiment. Alors que là le matin, vous savez que vous allez en cours à telle heure, que ça doit être fini avant que vous allez en cours. Donc, vous vous mettez un petit peu la pression et vous êtes carrément plus efficace. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça m'a rendu service cette chose. C'est une habitude à prendre, mais une fois qu'elle est prise, mais votre efficacité, elle est géniale, vraiment. Donc voilà, quand j'avais des trucs à faire le matin, bah, je les notais en bas de la page et puis comme ça, je savais un petit peu où j'en étais et ça me permettait de prévoir à l'avance combien de temps je passais sur chaque chose. Et ensuite, petites astuces, vous avez des livres de révision, que ça soit des livres de cours, des fiches, des schémas, des exercices. Essayez de voir avant la rentrée ou en septembre, si vous voyez surtout que vous avez un prof qui vous donne pas beaucoup de cours, je vous conseille d'aller voir des livres de révision. Moi, ça m'a beaucoup aidé en histoire, en HGSP, on a tellement de contenu que finalement je les ai presque pas utilisés. Et enseignement scientifique aussi, d'avoir des petits schémas ou des choses qui sont bien résumées pour vous entraîner à faire des exercices de maths, de physique, de choses comme ça. Avant une évaluation, franchement je trouve que ça vaut le coup. Maintenant on va parler un petit peu plus du bac de français. Alors, vous passez une épreuve écrite et orale. Donc l'écrit, vous le passez fin juin, mais c'est plutôt milieu quand même juin. Vous aurez 1 semaine, 5 jours à peu près de révision où on vous laissera tranquille. Dans l'année, vous allez passer en règle générale 2 bacs blancs. Nous, on a aussi des DS, c'est-à-dire que chaque mercredi, mais la prochaine pour nous ce sera le vendredi malheureusement. Il y a certains lycées qui font ça, nous on le fait. C'est 2 heures dans la semaine qui sont consacrées à avoir des évaluations. Et du coup, le mercredi après-midi, bah, on avait soit un DS d'enseignement scientifique, d'histoire, d'anglais, d'allemand, que sais-je, enfin bref, c'est assez varié. Mais au final, nous, on a eu 2 DS de français et 2 bacs blancs. Alors, je vous préviens, les 4 heures, ça paraît long au début. Faut pas se mentir, ça paraît long. Mais là, j'ai passé mon bac de français. Les 4 heures, c'est passé assez vite, finalement. J'ai l'impression d'être restée que 2h30 dans la salle. Donc au fur et à mesure, votre ressenti vis-à-vis des 4 heures sera différent. Je vous conseille de prendre un petit truc à manger, mais genre ramenez pas non plus tôt de votre cuisine quand même, on va se calmer. Des amandes, c'est bien. Une bouteille d'eau, ça c'est genre non négociable. Et puis des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise aussi, c'est important. Pour l'écrit, vous avez au choix 2 sujets. Vous avez déjà vu ça normalement un petit peu en seconde. Le commentaire de texte, vous avez un texte
texte, vous l'analysez, vous faites un plan, plusieurs parties, une introduction, une conclusion, des transitions. Et vous avez la dissertation où c'est la même méthode, mais sauf que c'est une dissertation sur œuvre. C'est-à-dire qu'on vous donnera soit une citation, soit une question, et on vous demandera en quoi le sujet il rend compte de votre lecture de telle ou telle œuvre. Vous avez 4 genres que vous avez étudiés pendant l'année, donc le théâtre, la poésie, la littérature d'idées et le roman. Ces genres-là, vous avez chacun 2 œuvres à lire. Il y en a une que vous lisez chez vous et en règle générale le prof fait un contrôle dessus après, et une que vous lisez chez vous et que vous allez approfondir en classe. Cette œuvre-là, du coup, ce sera les œuvres qui sont possibles de tomber à la dissertation. Il faut savoir que, honnêtement, je trouve la dissertation quand même beaucoup plus facile que le commentaire. Pourquoi? Parce que le commentaire, vous ne savez pas sur quel texte vous tombez, vous ne savez pas si vous avez bien compris le texte, si c'était ce qui a été attendu. On peut analyser quelque chose un petit peu pas à côté de la plaque, mais même si c'est justifié en soi, on nous dit que tout est possible d'être analysé, mais on sait bien qu'il y a quand même du contenu qui est attendu. Donc c'est pas facile honnêtement le commentaire. Moi je trouve que c'est certes rassurant parce qu'il y a un texte et qu'on a quasiment pas besoin de reviser, mais je trouve que c'est un exercice risqué. En revanche, la dissertation, vous préparez tout chez vous. C'est-à-dire que certes vous avez beaucoup de révisions, mais vous pouvez apprendre par cœur une dizaine de citations, voir régulièrement votre structure de l'œuvre pour avoir en tête des passages à citer dans vos exemples. Et puis les arguments c'est souvent les mêmes. Lisez des annales, vous voyez que les sujets, ils ont beau être différents, ils sont traités d'une manière différente dans le plan, donc ne copiez-collez pas des plans, ça sert à rien, mais les arguments sont souvent les mêmes et vous pouvez réutiliser certains exemples. Et à partir des exemples, vous allez voir quels arguments vous pouvez développer par rapport au sujet, etc. Donc plus vous avez de ressources, mieux vous êtes pour la dissertation. Honnêtement, apprenez des citations, ça fait vraiment la différence et ça vous permet d'être serein pour vos exemples. Si jamais vous n'avez pas d'idée, au moins vous avez des citations que vous pouvez essayer de relier avec le sujet. Et du coup, le fait de tout préparer à l'avance, ça fait que quand vous arrivez le jour devant votre copie, la dissertation, vous vous y attendez un petit peu déjà en fait, parce que c'est des sujets que vous avez déjà plus ou moins vus. Globalement, moi je trouve que la dissertation, c'est plutôt ce qu'il y a de plus simple si vous préparez bien ça à l'avance. Ensuite, vous avez l'oral. Alors, vous aurez entre 18 et 22 textes à apprendre. Concrètement, c'est pas genre le texte à apprendre par cœur, c'est en soi la capacité à analyser. Sauf que, bon, c'est mieux quand même d'apprendre ce que votre prof vous a donné. Je m'explique. Vous avez, en règle générale, entre 4 et 5 textes par parcours qui sont associés à des œuvres. Vous aurez 3 textes qui seront associés à votre œuvre que vous avez beaucoup approfondi pendant l'année, et 2 ou un autre texte qui sera des textes associés au parcours. Vous aurez à faire une petite présentation de texte en mode ce texte qui a été écrit en temps par l'auteur machin de tel siècle fait partie du parcours bidule. Très simple, vous faites une petite introduction pour situer un peu l'extrait dans l'œuvre, dire ce qui se passe, mais ça n'a pas besoin de durer des plombes. Votre problématique, souvent en fait la problématique, que ça soit pour le commentaire ou pour l'oral, c'est un peu les impressions que ça dégage sur le lecteur ou le but recherché par l'auteur. Voilà, ou les moyens qui sont utilisés par l'auteur pour faire ressentir telle ou telle chose. Ensuite, vous avez un plan. Ça s'appelle des mouvements, ça peut être 2, 3 ou 4 mouvements. Et puis après, vous avez des transitions après à chaque fois à donner entre chacune de ces mouvements en disant nous venons de voir ça, nous allons dès à présent étudier ceci. C'est vraiment simple comme bonjour. Il faut juste l'apprendre, c'est un peu le problème. À chaque partie du texte qui va être découpée en mouvements, vous aurez des passages, des morceaux du texte que vous allez analyser, vous allez dire les procédés qui sont utilisés et ensuite en quoi les procédés, ça crée une certaine... quelle interprétation qu'on peut donner à ce procédé. Donc vous faites ça en fait à chaque fois. Et je vous conseille pour vos révisions de relire, si vous faites des fiches comme moi, je vous mettrai quelques photos à l'écran à la limite de comment je fais. De relire régulièrement vos fiches. Vous n'avez pas forcément besoin de vous faire des préparations de 30 minutes tout le temps, tous les week-ends, parce que je trouve que ça prend quand même beaucoup de concentration, c'est pas facile à mettre en place. Mais ce que vous pouvez faire du coup, c'est vraiment relire vos fiches régulièrement, que ce soit avant de vous coucher ou pendant le week-end, ou alors de prendre une feuille, votre feuille avec votre texte naturellement, vierge, vous surlignez tous les passages et vous essayez de voir si vous vous souvenez de chaque procédé et analyse que vous pouvez faire de chacun des petites citations en fait que vous faites pour vous entraîner et voir si vous l'avez ou pas. Pour tout ce qui est problématique, mouvement
ouverture et date de parution. Ça, vraiment, apprenez-le par cœur. Mais quand je vous dis par cœur, c'est par cœur. Parce que après, vous allez gagner un temps de fou à ne pas chercher ce genre de choses qui sont importantes de savoir. Quand vous avez les problématiques, les mouvements, déjà, vous savez à peu près où vous allez. Je vous incite à vraiment, vous mettez toutes vos problématiques sur une fiche, tous vos mouvements sur une autre, toutes les dates sur une autre, et vous apprenez ça régulièrement, et vraiment, si vous les avez par cœur, déjà, ça vous allez gagner beaucoup de temps. La conclusion, c'est mieux d'avoir au moins une petite phrase, histoire de dire quand même. Donc essayez de revoir régulièrement les mots-clés qu'il y a dans votre conclusion pour vous en imprégner. Et puis ensuite, du coup, je vous ai dit, pour réviser l'analyse, prenez une feuille vierge et notez des petits trucs de ce dont vous vous rappelez, ce dont vous vous rappelez plus, etc. Entraînez-vous régulièrement. C'est vraiment ce qui fait la différence à l'oral finalement. Plus on voit ces textes régulièrement, plus au bout d'un moment, on n'y pense quasiment plus et ça vient tout seul. Donc voilà, donc ça c'est mes conseils pour l'oral. Ensuite, vous avez aussi la partie questions de grammaire. Là encore, revoyez votre grammaire régulièrement. Nous, notre prof, elle avait un bon système, elle nous faisait des petits rituels de grammaire où en gros, chaque journée définie de la semaine, on allait avoir une phrase à analyser et c'était soit phrase complexe, interrogation, négation. Et du coup, on devait dire tout ce qu'on pouvait dessus et vraiment lister la méthode, etc. Donc moi, c'était assez méthodique pour moi la grammaire et c'est bon. Et ensuite, il y a la partie présentation de l'œuvre. Donc là encore, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Au bout d'un moment où vous connaissez votre truc par cœur et plus vraiment de difficultés, vous arrivez le jour J, vous êtes très détendu parce qu'en fait vous connaissez tellement bien votre texte de présentation, de pourquoi j'ai choisi cette œuvre, etc. Oui, parce que du coup, la partie présentation d'une œuvre, c'est une œuvre que vous avez choisie dans les 8 que vous avez lues et vous expliquez pourquoi vous l'avez choisie, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a marqué, les émotions, etc. Moi, j'ai parlé de l'écriture qui m'avait plu, j'ai parlé du point de vue interne et j'ai parlé aussi des messages qui font passer sur les libertés fondamentales, le féminisme, etc. J'ai choisi La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc voilà, et après pour les questions, entraînez-vous. Souvent votre prof, il vous distribue une liste de questions qui sont possibles d'être posées, mais vous verrez le jour J, en règle générale, c'est pas trop des trucs trop précis, sauf si vous avez des profs qui sont vraiment particuliers, mais c'est plutôt des questions assez générales sur l'œuvre. À la limite, on va vous demander un passage que vous avez aimé. Les examinateurs sont très gentils. Le jour J, je vous jure, moi j'étais choquée parce que je me suis dit, on va me poser des questions pas possibles, précises sur l'histoire, etc. Et en fait, pas du tout. Vraiment, on nous pose des questions, mais c'est gentil, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Donc ce qui est surtout à préparer régulièrement, ce sont les analyses linéaires, mais honnêtement, le reste, tout ce qui est présentation de l'œuvre, questions de grammaire, plus vous en faites, plus vous serez préparé et vraiment prenez-vous à l'avance, vous allez voir la différence après. Donc au début on se sent un petit peu déstabilisé, mais au final ça se fait et assez naturellement. Moi j'ai vraiment fait des fiches à chaque fois qu'on terminait un texte quasiment, ou au moins pendant les vacances. J'ai fait une fiche récapitulative de vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur des grandes fiches A4 recto verso. Il y avait le texte derrière. Je prenais à côté une feuille de brouillon et je notais tous les trucs les plus importants desquels je devais me souvenir, les mots-clés en fait, vraiment. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus socialement, comment ça s'est passé, mes expériences, qu'est-ce que j'en ai pensé de la première. Comme je vous l'ai dit, il y a quand même des matières dans lesquelles je me sens à l'aise, où je suis contente d'aller en cours, où je vais retenir, je vais faire des efforts et je vais voir ma progression. Du coup j'ai hâte d'être l'année prochaine parce que j'aurai moins de maths, plus d'AGGSP et de la philo, et ça va être le top en fait, j'adore ça, la GSP, la philo, donc oui vraiment je suis très chanceuse de pas avoir non plus le moral dans les chaussettes quand je vais en cours. C'est pas un système qui est forcément très facile auquel s'adapter, c'est pas... Voilà, moi je me sens quand même à l'aise dans ce que je fais et je suis contente. Ensuite j'ai quand même eu des amis beaucoup plus proches cette année, avec lesquels je parle pas forcément régulièrement, mais à chaque fois qu'on se voit c'est pareil qu'avant, et je trouve que même c'est plus judicieux aussi d'avoir des petits moments de pause où on se parle pas beaucoup, comme ça vraiment quand on se revoit on a plein de choses à se dire et c'est vraiment cool ce genre de moment là. Là-dessus j'en suis vraiment reconnaissante d'avoir des gens sur lesquels je peux compter, qui sont vraiment compatibles avec moi et qui sont pas là juste pour un aspect de ma personnalité, et là-dessus ça fait vraiment la différence par rapport à la seconde. Je suis plus transparente avec les autres alors qu'en seconde je me sentais un petit peu
enfermé dans un masque social. Alors oui, en réalité, on en a tous un quand on va au lycée, mais c'est plus la même chose et ça me pèse beaucoup moins qu'avant. J'ai des groupes d'amis aussi, par-ci par-là. Quand je me promène dans les couloirs, je peux dire salut à des gens. J'ai des gens qui ont une bonne opinion de moi, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Enfin, je veux dire, je m'estime vraiment très chanceuse et heureuse là où je suis. Ça change carrément la donne par rapport au collège, quoi. Enfin, ça a rien à voir. Et aussi, j'ai des amitiés qui me pèsent moins parce que je suis plutôt du style à vouloir aider tout le monde, à être très à l'écoute, etc., très présente. Et bah, quand les gens ont des problèmes, je suis là pour eux aussi. Mais du coup, parfois, ça en vient une situation où je m'oublie un peu et c'était le cas en seconde. J'avais 2 amitiés qui me prenaient quand même beaucoup sur mon énergie et finalement je me sentais pas très à l'aise, donc voilà, je me suis éloignée de ces personnes-là. Je garde toujours contact avec elles, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai pensé pour mon bien-être et puis pour bah voilà, avancer et faire des choses aussi de mon côté. Donc le fait d'avoir des amitiés proches avec lesquelles il n'y a pas de problème, tout se passe bien, il n'y a pas de culpabilité à avoir, etc. C'est franchement un game changer pour moi. Avoir cette vie sociale qui s'étoffe un petit peu, bah c'est cool quand même. Et j'imaginais pas à ce point-là. Quand j'étais enfant, je me disais que j'étais pas forcément quelqu'un avec beaucoup d'amis, etc. Et au final, bah maintenant, il y a aussi beaucoup le côté organisation qui est venu. Je vous ai dit, en janvier, il y avait pas mal de choses qui sont arrivées. Au début d'année, c'était difficile de s'adapter. Donc c'est vrai que psychologiquement, ces périodes-là, c'est pas forcément évident. Après, j'ai la photo. J'ai mon appareil photo qui, l'air de rien, m'aide quand même beaucoup. Déjà d'un point de vue confiance en soi, parce que bah parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, c'est cool tes vidéos ou tes photos, j'aime bien ce que tu fais, franchement continue et tout. » Et bah, à l'air de rien, moi ça me rend heureuse quoi, dans ma journée. Je me dis « Oh, trop cool, il y a quelqu'un qui me soutient dans mes projets. » Quand on voit le temps qu'on y passe, etc. et que derrière on a un retour, franchement ça fait vraiment plaisir quoi. Donc moi j'adore à chaque fois. Et en plus les gens me connaissent d'une autre manière. J'ai un peu un autre aspect de ma personnalité que je leur montre, alors que bah finalement quand je suis au lycée, j'ai pas le même rapport avec les autres. De montrer un petit peu qui on est sous toutes ses formes. Il y a aussi eu les cours de conduite comme je vous ai dit, donc ça m'a pris aussi beaucoup de temps parce que pendant le mois de janvier j'en avais quasiment 2 ou 3 par semaine. Donc bon, c'était un peu difficile à gérer au niveau de la fatigue, etc. Mais j'ai beaucoup appris aussi de cette période. J'ai vu que je pouvais faire quand même beaucoup de choses. J'ai vu que j'arrivais à travailler plus efficacement, avoir plus de monde, avec davantage de charges de travail. Je sais pas ce que ça va donner l'année prochaine. Après je travaillerai aussi sur des choses qui me plairont davantage et plus longtemps. Donc ça sera pas la même chose je pense. Ensuite il y a toutes les questions d'orientation qui viennent aussi. Alors moi j'avoue, mon objectif c'est que je veux intégrer une école assez sélective qui est Sciences Po Paris. C'est vraiment une école super, pluridisciplinaire, beaucoup d'associations à Paris. Il y a énormément de débouchés, il y a beaucoup d'événements, de rencontres avec des politiciens, etc. Et c'est une école qui a beaucoup d'opportunités après quand on est dedans. Donc vraiment je travaille pour ça, mais après j'ai d'autres écoles aussi qui m'intéressent, la Cato de Lille, de Paris, etc. Donc je me renseigne au fur et à mesure sur les écoles. C'est ce que je vous conseille aussi, dès la première, de commencer vos recherches un petit peu sur votre orientation, vous renseigner sur les écoles dans lesquelles vous voulez vraiment aller pour vraiment être au point si jamais vous avez un entretien oral à avoir, une lettre de motivation à écrire. C'est important de connaître là où on va. Il y a des événements parfois qui sont organisés dans vos lycées, des événements où vous y avez des gens qui viennent d'écoles ou alors qui font un certain type de métier et qui vous donnent un aperçu de ces métiers-là. Nous on a eu 2 événements comme ça, donc participez à ce genre de choses. Il y en a aussi qui sont dans votre commune probablement. Donc voilà, c'est important de se renseigner, de se questionner, de se demander ce qui est bon pour soi, ce qu'on aime faire, dans lequel on est bon, etc. On a eu aussi un projet en HGSP où on a fait une simulation de l'ONU. Il y avait plusieurs délégations qui représentaient chaque partie du monde, etc. Moi je faisais partie de l'Amérique du Nord, première puissance mondiale. Et ensuite il y avait plusieurs autres groupes avec les ONG, les investisseurs, le groupe présidence qui organisait tout le projet, les médias, etc. Ce genre de choses c'est cool aussi si vous pouvez y participer dans votre lycée, parce que même si ça demande beaucoup de travail, de concentration, de négociation, de force face à l'adversité, n'empêche c'est quand même un exercice intéressant pour voir si ça nous plaît, le travail en relations internationales. Je sais pas finalement moi si ça me plaît ou pas, mais j'ai un petit aperçu avec des gens de mon âge sur des sujets moins importants, sur une petite durée certes, mais c'est une simulation et ça vaut le coup franchement d'essayer ce genre de choses parfois dans le lycée si vous pouvez mettre ça en place. Et en règle générale on se pose sur un sujet, nous c'était la faim dans le monde, trouver des alternatives, des solutions pour qu'on coopère
On coopère mondialement. Donc voilà, peut-être que vous avez aussi d'autres choses dans les sciences par exemple qui peuvent être organisées, des olympiades ou des choses comme ça. Ça peut vous donner d'autres perspectives un petit peu sur ce que vous voulez faire plus tard. Je terminerai cette vidéo sur un peu ce que j'ai accompli cette année et puis ce que je veux me fixer comme objectif l'année prochaine. Avoir l'IELTS, on va essayer, voilà. Je garantis rien, mais on va essayer. Aller dans une école qui me plaît et déménager, etc. J'ai un peu envie de partir de là où je suis. Non pas que j'aime pas cette ville, mais que juste j'ai envie de nouveau un petit peu lâcher prise. Important, lâcher prise. Et c'est vraiment ce qui est le plus important finalement pour moi. Et puis j'aimerais bien me présenter comme déléguée l'année prochaine. Voilà, j'en parle comme ça, mais c'est parce que c'est vrai que j'aime beaucoup me rendre au service des autres, pouvoir donner des conseils, des cours, orienter les gens, etc. Et c'est vrai que le travail de délégué, finalement, ça m'intéresse quand même beaucoup. Bon, voilà, globalement, je voulais juste vous dire que j'avais envie de me présenter comme déléguée et que ça me faisait plaisir. Et puis que quand même, globalement, cette année de première, c'est jusqu'à présent une des meilleures années que j'ai passées en scolarité, donc j'espère que la terminale n'en fera que mieux, vraiment. Et puis beaucoup de choses ont changé, hein. Comme je vous l'ai dit, au niveau des amitiés, des matières, etc. Enfin, vraiment. Et puis j'ai rencontré mon copain quand même. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans mon quotidien. Je n'en suis sortie que meilleure et je vous souhaite à tous de rencontrer vraiment quelqu'un qui vous correspond et avec qui vous vous sentez super bien parce que ça change aussi beaucoup de choses et vous grandissez aussi beaucoup. Donc voilà, moi je terminerai cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a informé. Et pour les prochains premières qui rentrent ou ceux qui sont juste là parce qu'ils me connaissent et qu'ils avaient envie de savoir un peu comment je l'ai vécu, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez quelque chose à rajouter et tout. Moi, ça me fait toujours super plaisir d'avoir de vos messages. Je vous souhaite une bonne fin de vacances. Profitez-en bien et vous inquiétez pas, la rentrée ça va bien se faire. Ouais. Bye bye!